Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes avec Jean-Marie Le Guen, qui, vous savez, est ministre des Relations avec le Parlement. Cette idée de fusion, bonjour, bienvenue sur notre antenne, nos antennes. C'est quoi? C'est une bonne idée ou c'est une absurdité? D'abord, nous sommes devant... Fusionner les listes entre les deux tours. D'abord, il y a des élections d'un côté, puis il y a un paysage politique par ailleurs. Alors, les élections, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour, et d'abord, il faut que la gauche fasse le score le plus élevé, qu'elle rassemble, et je regrette d'ailleurs que elle ne soit pas plus rassemblée, ce qui créerait, je crois, une dynamique plus forte et poserait dans d'autres questions. On sait bien qu'ensuite, il y a un score du Front National qui sera très élevé, dans beaucoup de régions, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais ou en PACA, et face à cela, je crois qu'il y a un vrai danger, non pas pour les formations politiques républicaines, mais tout simplement pour les régions concernées, pour les habitants concernés. Et donc, il est légitime de penser à cela et de se mobiliser au premier tour, bien sûr, mais aussi éventuellement d'envisager différents pour scénarios. cette suggestion de Manuel Valls qui a été faite devant la presse et non pas publiquement, écoutez, je pense de fusion des listes, ou est-ce que vous pensez que c'est une ânerie, ou comme le dit Martine Aubry, qu'on voudrait faire gagner le FM, que l'on ne s'y prendrait pas autrement, a-t-elle dit? Je crois que si on veut ne pas faire gagner le FN, il vaut mieux essayer de rassembler plutôt que de tenir des propos qui sont des propos un peu amers, comme on entend trop souvent. C'est ceux de Martine Aubry, les propos amers? J'en sais rien, c'est pas elle qui a tenu ces propos. Je dis simplement que... On voudrait faire gagner le FN, que l'on ne s'y prendrait pas autrement. J'allais dire, je ne comprends pas. Moi, je comprends pas cette phrase. Il y a simplement le fait que nous sommes aujourd'hui, chacun devrait commencer à le comprendre, dans le fait que nous avons une situation politique nouvelle qui s'appelle la tripolarisation. Oui, c'est-à-dire qu'il y a trois forces qui existent et qui s'expriment. Cela nécessite véritablement qu'on réfléchisse de façon différente à celle dont on a réfléchi depuis le début de la Ve République, à savoir le fait que notre vie politique était organisée simplement dans une bipolarité. Jusque-là, je suis d'accord avec vous. Eh bien, à partir de là, réfléchissons. On a l'impression que vous avez un problème pour prononcer des noms. Je vous dis cette phrase de Martine Aubry, vous passez à côté. Non, mais elle n'a pas dit directement, donc je ne vois pas pourquoi. Je pense simplement qu'il faut que dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans PACA ou comme d'autres régions, il y ait une mobilisation de tout le monde en positif et de rassembler. Alors, est-ce que l'idée de Valls est bonne? Je vais vous la reposer d'une autre manière. L'idée de Valls, c'est une idée qui est rapportée. Je pense qu'il y a une réflexion qui est la sienne, qui a été portée également par d'autres. Elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes façons. D'abord, au plan institutionnel, si nous n'avions pas la prime, je suis désolé de rentrer dans ce détail, mais si nous n'avions pas la prime majoritaire, c'est-à-dire si c'était une proportionnelle pure, comme ça l'était en 86, est-ce qu'on imagine une seconde que dans un hémicycle où il y aurait un tiers Front National, un tiers gauche et un tiers droite, il n'y aurait pas un accord de fonctionnement? Ça ne veut pas dire qu'il y a homogénéité et identité des points de vue, mais on imagine bien que la droite et la gauche, à l'allemande. Voilà. Non, parce que alors, soit il peut y avoir sur un programme local ou sur un programme déterminé, comme ça existe en Allemagne et dans d'autres pays, une alliance, une grande alliance, comme l'on dit, entre deux formations politiques qui négocient un compromis. Soit il pourrait y avoir aussi, c'est ce qui a fonctionné dans plusieurs régions en 1986, vous vous en souvenez, tout simplement le fait que la gauche minoritaire laisse la droite gouverner sans la mettre dans les mains du Front National, ou réciproquement, c'est-à-dire la droite minoritaire laisse la gauche gouverner sans la faire chuter en s'alliant avec le Front National. Voilà, donc j'ai quelques questions. Est-ce que vous ne considérez pas que finalement cette affaire, ce qui est quand même problématique, c'est que ça intervienne à 3 semaines du vote, donc c'est un peu démobilisateur pour les candidats. Pourquoi c'est démobilisateur? C'est mobilisateur au contraire. Ce qui serait démobilisateur. J'ai pas terminé la question. Oui. Si Saint-Aignan ou d'autres apprennent 3 semaines avant le vote que de toute façon on est déjà dans une hypothèse de défaite, c'est vrai que c'est pas très mobilisateur pour les gens. Écoutez, j'imagine que tous nos candidats de gauche sont dans une logique de mobilisation. Ce qui peut compter d'ailleurs, c'est à quoi sert leur vote au-delà du premier tour.
C'est quand même une question qui est objectivement posée. Et donc, s'il y a une dynamique de mobilisation au premier tour, et j'allais dire une perspective qui fait que leur vote est parfaitement utile au-delà du premier tour, c'est quelque chose qui doit être pris en considération. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi le président de la République n'est-il pas, semble-t-il, alors ce ne sont que des semble-t-il qui s'opposent. Hein. On pourrait dire aussi, parce que à force de faire de la fiction... Non, c'est pas de la fiction. Non, pas vous, mais il y a un moment où il faut être aussi en prise dans le réel. Dans le réel, il n'est pas sûr que la gauche l'emporte au premier tour en région Nord-Pas-de-Calais, on va dire ça comme ça. Donc il est bien logique que les électeurs... on peut vouloir être le plus haut possible et en même temps parler à ses électeurs un langage qui est un langage de vérité, de lucidité. Et donc, dans le même temps où nos candidats font tout ce qu'il faut et à juste titre pour défendre le bilan de la région où la gauche a gouverné ensemble, pour défendre leurs propositions, ils savent aussi qu'ils sont dans une réalité politique de cette fameuse tripolarisation. Donc, il n'est pas interdit de parler aux électeurs en tenant des discours qui sont lucides, de mobilisation et d'efficacité. Le vote pour la gauche, c'est ça qui doit être certain, doit être un vote utile, qui va servir à quelque chose. Et je pense que les propositions qui envisagent un certain nombre de scénarios possibles au deuxième tour sont aussi des discours qui rendent utile le vote au premier tour. Pourquoi le président de la République, semble-t-il, écarte cette hypothèse ? Écoutez, là, vous spéculez. Non, mais on est dans les spéculations. Un coup, Martine Aubry aurait dit ceci, un coup, Manuel Valls aurait dit cela, et enfin, vous suggérez que le président de la République ne serait pas sur les mêmes discours. Je vais pas ressortir les journaux parce que je les ai posés par terre délicatement. Tout le monde l'écrit. Mais je me méfie de ce que tout le monde écrit. Tout ce qui est écrit n'est pas vrai, mais ça peut être vraisemblable. Je ne suis pas certain que aucun responsable politique républicain ne peut s'abstraire de la donne liée de la tripolarisation. Ceux qui prétendent le plus fortement s'en abstraire, par exemple, à droite, Nicolas Sarkozy, ont été obligés, vous l'avez noté en son temps, de faire des bougées. Quand Nicolas Sarkozy appelle Jean-Christophe Cambadélis pour coordonner ensemble une protestation auprès du CSA, vous savez très bien, parce que vous êtes un observateur attentif et éclairé, qu'il n'aurait jamais pris son téléphone pour appeler Marine Le Pen pour protester contre, par exemple, une médiatisation d'un candidat de gauche. Donc c'est un mouvement qui est en cours. Je constate que personne ne peut... Non, je ne dis pas que c'est la volonté de Nicolas Sarkozy. Je dis qu'il y a une réalité dans tout ça. Ce que vous appelez, ce que les commentateurs appellent UMPS avec des idées de malaise, en reprenant de ce point de vue, le discours du Front National. C'est simplement qu'il y a d'un côté, alors on ne sait pas très bien où passe la frontière, je vous l'accorde, mais d'un côté il y a un clan républicain et de l'autre côté il y a des gens qui ne sont pas des républicains. Voilà la réalité, et cette réalité elle va s'imposer de plus en plus dans la situation politique. L'Assemblée va voter donc les propositions héros muettes sur la CSG. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Elles vont être discutées, le gouvernement, elles vont être discutées. Et puis voilà, c'est terrible les commentateurs. Avec vous, il n'y a même pas de débat à l'Assemblée nationale, ça serait déjà voté, etc. Je vous dis qu'elles vont être discutées. Contrairement à la presse écrite, le point d'interrogation qui termine une phrase ne s'exprime que difficilement. Voilà, donc je me permets de souligner ce point d'interrogation au sens où cette discussion, et c'est bien normal comme n'importe quelle autre proposition, va être discutée. Le gouvernement, de ce point de vue, n'y s'y opposera pas. Parce que pour nous, il n'y a pas de modification des grandes orientations de la politique gouvernementale, il n'y a pas transfert budgétaire en réalité. Mais ça va faire de moins en moins de gens qui vont payer l'impôt, parce que si la CSG devient dégressive... Non, la CSG ne viendrait pas dégressive dans cette affaire, il y aurait tout simplement... Pour ceux qui sont en dessous d'1,3 SMIC, à partir du 1er janvier 2017, le versement sous forme d'une diminution de CSG d'une prestation sociale auquel ils ont droit par ailleurs. Voilà. Donc ce n'est pas une mesure à proprement parler qui est purement fiscale, baisse de la CSG, c'est une prestation, à savoir la prime d'activité que nous avons mis en œuvre qui serait perçue. Moi, je m'interroge au plan technique. Est-ce que c'est opérationnellement réalisable ? Je ne vais pas embêter vos auditeurs avec la différence entre un foyer fiscal, un foyer familial, etc., etc. Est-ce que c'est constitutionnel ? Voilà. Il y a des questions qui se posent. Il faut que des réponses soient apportées. Elles le seront en partie dans le débat cet après-midi. Nous verrons bien. Si je vous ai posé toutes ces questions concernant la fusion et cette affaire de CSG, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a effectivement
j'allais dire, une vie politique tripartite, mais aussi un énorme, comment peut-on dire, un énorme ou un relatif grand désordre à gauche, parce que sur cette affaire de CSG... Je crois tout l'inverse. Mais regardez, Hérault n'est pas d'accord avec Macron sur cette histoire-là. Pas du tout. Écoutez, c'est normal qu'un parlementaire, en l'occurrence Jean-Marc Ayrault est un parlementaire. D'accord. Mais écoutez, non mais... Il faudrait. Et vous ne pouvez pas ignorer mais on est en que démocratie sur parlementaire. Mais non. Et on a vécu ça la semaine dernière avec. Non, mais non. Mais absolument pas. Tout le monde est d'accord. Mais je vous dis, est-ce que vous êtes, il n'y a pas de désaccord stratégique sous prétexte qu'il y a des discussions entre un parlementaire important comme Jean-Marc Ayrault et le gouvernement et d'autres parlementaires. Il faut arrêter on est il y a 6 semaines de débat sur le budget. Vous voudriez qu'à aucun moment il n'y ait aucun débat entre le député. Ah bah alors, moi je vous le dis, il y a un débat entre un parlementaire et d'autres parlementaires sur ce sujet. D'une part, et deuxièmement, sur les questions stratégiques, là où vous avez peut-être une piste à souligner à juste titre, c'est que la tripolarisation n'est pas rentrée dans nos esprits. Les commentateurs et les acteurs politiques n'ont pas pris la mesure de ce que signifiait le fait que nous soyons dans une offre politique tripolaire et non plus bipolaire gauche-droite comme avant. Jean-Marie Le Guen, merci d'être venu. Je soulignais simplement ce matin ce qui est un peu mon rôle, les fameux points d'interrogation qu'on n'entend pas à la radio. Nous allons retrouver nos camarades de LCI avec grand plaisir et Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique pour la suite de l'actualité. Bonne journée à vous avec ces fameux points d'interrogation dans la poche. Chaque jour.